Bonjour à toutes et à tous. Vous souhaite la bienvenue au cinquième symposium annuel virtuel sur le braille de Littératie Braille Canada, ayant pour thème cette année Ouvrir les portes au succès. Je m'appelle Maryse Glaude-Beaulieu. Je suis technicienne en appui en cécité et basse vision au consortium Centre Jules Léger et membre du conseil d'administration de Littératie Braille Canada. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de reconnaître les peuples autochtones dans tout le pays. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, prenons un moment pour reconnaître l'importance de ces territoires que nous appelons maintenant le Canada. Nous le faisons pour réaffirmer notre engagement et notre responsabilité dans l'amélioration des relations entre les nations et pour améliorer notre propre compréhension des, des peuples autochtones locaux et de leur culture. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons les, les territoires ancestraux et non cédés, euh, pardon, et ancestraux et non cédés euh, des, pardon, des Inuits, des Métis et des Premières Nations. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour un moment de réflexion afin de reconnaître les préjudices et les erreurs du passé et de réfléchir à la manière dont nous sommes et pouvons, chacun à notre façon, essayer d'aller de l'avant dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Merci. Bienvenue donc à ceux qui sont nouveaux dans notre organisation et au symposium sur le braille, et à ceux qui reviennent, bienvenue aussi. Vous pouvez en apprendre plus sur notre organisation en visitant notre site web. Voici le déroulement de la journée. Alors, il y aura une présentation au début de l'heure. Après une présentation de 30 minutes, il y aura une période de questions de et réponse de 15 minutes, suivie d'une transition de 15 minutes. Euh, Tout au long de l'après-midi, nous distribuerons également des prix de présence grâce au généreux soutien de nos commanditaires. Je tiens à remercier tout particulièrement Canadian Assistive Technology, Humanware, Cropper Technology et la nouvelle génération d'Inca. Je vous rappelle que tout le monde est mis en sourdine et comme pour toutes les conférences en ligne, nous vous demandons de respecter l'étiquette et de garder le silence. À la fin de chaque présentation, si vous avez une question à poser, vous pouvez lever la main ou en appuyant sur la touche Alt plus Y sur un PC, Option plus Y sur un Mac, sur un iPhone, double-cliquez sur votre nom dans la liste des participants ou allez dans l'onglet Plus et trouvez l'icône de la main levée. Vous pourrez alors poser votre question. Le clavardage est également disponible si vous préférez la poser de cette façon-là. Cet événement est enregistré, le sous-titrage est activé et une transcription écrite sera également disponible ultérieurement. Donc, passons maintenant à la présentation intitulée Dans le sillage de trois personnages emblématiques mis à l'honneur au musée Valentin Haoui, Paris. Elle sera offerte par Mireille Duhaene, bénévole au musée depuis 2017. D'après sa biographie, corrige-moi Mireille si je me trompe. Madame Duhaene s'intéresse aux objets ayant trait à la déficience visuelle depuis sa tendre enfance, puisque son père est devenu aveugle à l'âge de 7 ans à la suite de l'explosion, pardon, d'un obus à la fin de la Première Guerre mondiale. Elle possède une vaste collection personnelle d'objets, comme des tablettes braille de divers pays. Donc, Mireille, je te cède la parole. Bonjour à tous et merci Maryse pour votre proposition de participer à ce symposium. Je vais donc vous présenter quelques, les trois personnages emblématiques du musée Valentin Huy et quelques objets qui seront peut-être
une grande découverte pour vous. La présentation comprendra 4 parties. Quand et dans quel but ce musée a-t-il été créé? Que se passa-t-il à Paris pour l'instruction et l'autonomie des aveugles entre 1786 et 1837, de Valentin Haüy à Louis Braille? Que se passa-t-il à Paris en 1839? Louis Braille proposa aux aveugles une méthode d'écriture leur permettant d'écrire aux voyants en toute autonomie. Et pour terminer, je vous présenterai quelques objets et documents exceptionnels conservés au musée. Donc, quand et dans quel but ce musée a-t-il été créé? Sur la photo qui apparaît, vous voyez que le musée se trouve dans une pièce rectangulaire de 100 mètres carrés, baignée de lumière. Le mobilier est en bois de chêne. Ah, c'était la photo d'avant, s'il vous plaît. Un imposant globe terrestre datant de 1833 accueille les visiteurs. Il mesure 1 mètre de diamètre et est posé sur 4 pieds en bois garnis de galets pour le stabiliser. Le musée, à l'instar de... Non, c'était Il faudrait revenir à la première photo, Maryse. Rianne, just come back to the first slide, please. The one with the globe, I guess, or the... Donc, vous voyez l'imposant globe terrestre qui mesure 1 mètre de diamètre et est posé sur 4 pieds en bois garni de galets pour le stabiliser. Vous comprendrez peut-être pourquoi après. Alors, le musée, à l'instar de l'association qui l'abrite dans ses murs, porte le nom du Français Valentin Haüy. C'était un voyant. En 1785, il ouvrit la première école au monde gratuite et ouverte à tous les aveugles, sans distinction de classe sociale. Il l'appela l'Institution des enfants aveugles. Son but était double, les instruire et leur apprendre un métier leur permettant de subvenir à leurs besoins. Ce musée a été fondé en 1886, soit 34 ans après la mort de Louis Braille. Et alors, son but était de faire connaître aux aveugles et à leurs enseignants les différents moyens mis à leur disposition pour l'enseignement et la vie quotidienne. On peut y voir des objets abandonnés à cause de leurs imperfections, car ils sont souvent le point de départ d'idées ingénieuses. Ces collections sont composées d'objets en provenance de 27 pays et de documents embossés en différents reliefs en provenance de 30 pays. L'ensemble se chiffre à plus de 9000 pièces. À notre connaissance, c'est le seul musée au monde où l'on peut trouver des livres embossés en écriture latine en relief à 8, en point saillant barbier et en point saillant braille. On y trouve également les outils utilisés pour réaliser ces 3 écritures, ainsi que des objets ayant appartenu à ces 3 personnages emblématiques. Photo suivante, s'il vous plaît. Il s'agit d'un dessin du buste de Valentin Haüy. Il doit avoir une quarantaine d'années et porte une perruque comme il était d'usage au XVIIIe siècle. Que se passa-t-il à Paris pour l'instruction et l'autonomie des aveugles entre 1786 et 1837? Nous irons de Valentin Haüy à Louis Braille. Il fallut attendre le XVIIIe siècle et Valentin Haüy pour que les enfants aveugles soient enfin scolarisés et aient à leur disposition des livres lisibles tactilement. Qui dit lire et écrire dit apprentissage de la forme des lettres, de la ponctuation, etc. Mais comment les élèves mémorisaient-ils ces formes? Grâce à des abécédaires. Photo suivante, s'il vous plaît. Voici 2 abécédaires. L'un reproduit les lettres latines en relief. Il est réalisé en plâtre recouvert d'émail. Dans l'autre, la forme des lettres est gravée en creux dans une plaque en laiton. Sur le premier modèle, les lettres latines sont en relief, donc
explorables tactilement. Sur le second, les lettres sont gravées en creux. Les élèves y faisaient passer un stylet en bois à pointe arrondie. Le but était d'acquérir le mouvement parfait pour reproduire les lettres des voyants sur du papier, avec un crayon par exemple. Un nouveau pas franchi vers l'autonomie. Nous sommes en 1786. C'est l'année de publication du premier livre embossé en relief par et pour des aveugles. Considérons que les élèves de Valentin VIII savent maintenant lire. Le défi suivant sera de leur apprendre à imprimer des livres en relief, ce qui est une spécificité de la typographie pour aveugles. Photo suivante, s'il vous plaît. Voici une case typographique en bois. C'est un casier compartimenté dont le couvercle coulisse. Il mesure 56 cm sur 41 et son épaisseur est de 6 cm. Il pèse environ 4 kg. Alors, la case typographique se compose de 3 éléments. Le premier est donc un casier divisé en de nombreux compartiments. Il en faut un par lettre, chiffre et signe de ponctuation. Le deuxième est un couvercle coulissant qui est perforé de trous rectangulaires. Ils sont alignés horizontalement. Le troisième est un ensemble de caractères typographiques en bois, taillés à la main et portant lettres, chiffres et signes de ponctuation en relief. Ils sont minutieusement rangés dans les compartiments. Photo suivante, s'il vous plaît. La première photo présente la case typographique entrouverte. On y voit 2 choses. Des caractères typographiques rangés dans leurs compartiments et quelques lettres positionnées sur le couvercle. Mais comment se présentent ces mystérieux caractères typographiques en bois? Eh bien, ce sont de petites plaques rectangulaires d'environ 2 cm sur 3. La lettre y est sculptée en relief. Et sous cette petite plaque, il y a une courte béquille. Elle se place dans un défaut du couvercle. Le placement des lettres se fait de gauche à droite. Les lettres étant stabilisées grâce à leur béquille, les élèves pouvaient donc parcourir tactilement le texte qu'ils étaient en train de composer sans risque de bousculer les lettres déjà placées. La qualité du papier utilisé s'améliora au fil des ans. Pour un embossage efficace et durable, la pâte à papier devait être composée de fibres longues et entrecroisées. Photo suivante, s'il vous plaît. Cette photo montre une presse à bras du 19e siècle. C'est une machine servant à imprimer du papier, feuille par feuille, et à la force des bras. L'ossature est en bois. Il y a un long bras horizontal à hauteur de nos avant-bras. En le faisant tourner, il actionne une énorme vis qui va faire descendre une plaque de compression. On voit également un séchoir à papier. Des feuilles de papier sont en train de sécher sur des cordes à linge. Et l'image suivante vous montre un livre embossé au XVIIIe siècle, pesant plus de 4 kilos. Après avoir composé le texte sur le couvercle de la casse, les élèves le plaçaient à plat dans une presse. Ils posaient par-dessus une feuille de papier très humide. Il restait alors à tourner le bras de la presse pour faire descendre une plaque de compression. La feuille de papier bien humide était ainsi fortement comprimée et prenait alors la forme des signes en relief des caractères typographiques. Une fois embossées, les feuilles étaient accrochées sur des cordes pour séchage. L'étape suivante consistait à relier le livre avec de la ficelle, comme vous pouvez voir sur la photo. Photo suivante, s'il vous plaît. Voici le premier livre imprimé par les élèves de Valentin VIII en 1786. Le relief est très faible. Les lettres sont colorées en noir
pour que les voyants puissent vérifier que l'élève lit bien le texte correctement. Photo suivante, s'il vous plaît. Voici une page imprimée en relief en 1830. La qualité du papier est maintenant tout à fait au point. La lettre la plus grande, le F, mesure 1,2 cm de haut. La passerelle entre Valentin Huy et Louis Braille est un voyant français, Charles Barbier. De retour en France après quelques années passées aux États-Unis où il exerça différents métiers, il inventa spécialement pour les aveugles et non pour les militaires, fable qui hélas persiste, un codage en points saillants et les outils pour le réaliser. Photo suivante, s'il vous plaît. Nous voyons une peinture du buste de Charles Barbier. Son visage ovale esquisse un sourire. À ses côtés, nous voyons une cellule Barbier, c'est-à-dire 2 colonnes juxtaposées de 6 points de haut chacune. Vers 1820, Barbier proposa son système de codage en points saillants au directeur de l'école fondée par Valentin Huy. L'idée de la cellule que les utilisateurs du braille connaissent bien était née. Les cellules de Barbier pouvaient contenir donc 6 points de haut sur 2 de large. Il fut également don à l'école du matériel nécessaire pour écrire. Des élèves furent autorisés à tester les 2 alphabets imaginés par Barbier. Un alphabet conventionnel, indispensable pour faire des études scolaires, et un alphabet de prononciation, le préféré de l'inventeur. Ceux parmi vous qui écrivent en braille avec une tablette sont familiarisés avec les tablettes à cuvette, soit en métal, soit en plastique. Mais du temps de Barbier, les plaques qui recevaient l'impact du poinçon étaient en bois et creusées de sillons horizontaux, également espacés entre eux et de même profondeur. Pour cela, un rabot avait été fait sur mesure. La lame de métal habituelle avait été remplacée par 6 griffes. Photo suivante, s'il vous plaît. Voici une réglette pour écrire le Barbier. Sa plaque en bois est creusée de 3 groupes de 6 sillons horizontaux. Son guide en métal permet d'écrire 3 lignes sans avoir à déplacer le papier. Chaque ligne est découpée de 40 rectangles en vis-à-vis des sillons de la plaque. En dessous, vous voyez un rabot dont les griffes servaient à creuser les sillons de la plaque. Quelques inconvénients majeurs furent trouvés à ce système novateur. Un signe Barbier mesurait 1,7 cm de haut sur 0,4 de large. Et le lecteur devait donc effectuer 3 mouvements successifs avec la pulpe de son index, l'un ascendant, l'autre descendant et le dernier horizontal vers la droite pour passer au groupe de points suivant. Les codages Barbier ne prévoyaient que des lettres sans accent et des sons. 3 livres écrits en Barbier sont répertoriés à ce jour. Ils ont été embossés en 1827 et 1828. 2 se trouvent au musée Valentin à Huy et 1 à l'Institution des jeunes aveugles de Paris. Photo suivante, s'il vous plaît. Voici une image du buste de Louis Braille, réalisé en 1843 d'après son masque mortuaire. Son visage ovale est serein. Son front est large et dégagé. Son nez est droit. Ses pommettes sont saillantes et ses joues sont creusées. N'oublions pas qu'il souffrait de tuberculose depuis de nombreuses années et qu'il en mourut 2 jours après son 43e anniversaire. Les 2 globes oculaires sont présents mais atrophiés, le droit plus que le gauche, car c'est celui qui a été blessé.
L'un de ses amis écrivait que sa taille était restée d'une médiocre grandeur, et nous pouvons ajouter que 2 de ses poinçons conservés au musée induisent qu'il avait de petites mains. À ses côtés, nous avons représenté une cellule Braille, 2 colonnes juxtaposées de 3 points de haut chacune. En 1819, à l'âge de 10 ans, Louis Braille fut admis comme élève pensionnaire à l'Institution des jeunes aveugles de Paris. À son arrivée, le médecin nota dans ses registres qu'il avait une opacité incomplète de la cornée de l'œil gauche et complète de l'œil droit, suite d'un coup d'objet tranchant. À ce jour, nous ne savons pas si en 1821, Louis faisait partie des élèves désignés par le directeur de l'école pour tester la méthode de Charles Barbier. Il n'avait alors que 12 ans. Toujours est-il que l'information circulant au sein de l'établissement, il s'y est intéressé et a vu peu à peu le potentiel qu'il pourrait en tirer. Plusieurs années de réflexion et de tests lui furent nécessaires. Il réduisit de moitié le nombre de points en hauteur de Charles Barbier et conserva le même nombre de colonnes. La cellule Braille, telle qu'elle existe encore aujourd'hui, était créée. Ses dimensions étaient en adéquation avec la pulpe d'un index, la hauteur du signe étant ramenée de 1,7 cm à 0,75. Les réglettes, tablettes, poinçons et rabots offerts par Barbier aux élèves servirent de modèle pour en fabriquer aux nouvelles normes. Photo suivante, s'il vous plaît. Nous voyons maintenant une page du livre publié par Louis Braille en 1829. Vous voyez que le texte est embossé en écriture latine et les différentes combinaisons de son système sont en points et en traits en relief. Photo suivante, s'il vous plaît. Nous voyons maintenant la version définitive du codage Braille, publiée en 1837. Les traits en relief n'y figurent plus. Comme vous le savez, les 6 points Braille permettent de réaliser 64 combinaisons, intervalles blancs compris. En France, nous parlons des 6 points magiques. Louis Braille dicta son livre au directeur de l'institution et eut l'humilité d'y écrire qu'il devait l'idée de sa méthode à celle de Charles Barbier. Oublions les prétendues rivalités entre Charles Barbier et Louis Braille. Ils ne se rencontrèrent qu'en 1833, soit plusieurs années après la publication de la première édition du livre de Louis Braille. Et leurs échanges de correspondance après cette rencontre étaient des plus courtois. La première édition du système de Louis Braille comprend non seulement des points, mais aussi de courts traits horizontaux en relief. La définitive, publiée 8 ans plus tard, en 1837, ne comprendra plus que des points. Le musée conserve les 2 ouvrages qui portent comme titre « Procédé pour écrire les paroles, la musique et le plein chant au moyen de points, à l'usage des aveugles et disposés pour eux par Louis Braille, répétiteur à l'Institution royale des jeunes aveugles. » Photo suivante, s'il vous plaît. Nous voyons ici un tableau sur lequel chaque lettre de l'alphabet est successivement présentée en codage Barbier et en codage Braille. Photo suivante, s'il vous plaît. Alors, cette photo montre côte à côte des outils pour écrire en Barbier. Une réglette Barbier et une autre est une réglette Braille. Les plaques sont en bois et les guides en métal. La plaque de la réglette Barbier est creusée de 6 sillons. Celle de la réglette Braille est creusée de 2 groupes de 3 sillons et séparée par un interligne lisse. Passons à la partie suivante. Que se passa-t-il à Paris en 1839?
Louis Braille proposa aux aveugles un procédé d'écriture ponctuée leur permettant d'écrire aux voyants en toute autonomie. Photo suivante, s'il vous plaît. Voici 2 mots extraits d'une page écrite manuellement en décapoint. Le nom du nouveau procédé de Louis Braille. Les lettres sont formées par une succession de points rangés en colonnes. En dessous se trouve un poinçon et une réglette pour réaliser cette écriture. Après avoir étudié puis décomposé en colonnes la forme des lettres latines utilisées par les voyants, Louis publia une méthode d'écriture ponctuée connue sous le nom de décapoint. Le défi consistait à représenter chaque lettre, signe de ponctuation et chiffre par une succession de points en relief et 10 maximum en hauteur. Comme le braille, cette écriture s'écrit manuellement de droite à gauche avec une tablette et un poinçon. Particularité, les séparations entre les cellules du guide de la tablette sont très très fines, comme vous pouvez voir sur l'exemple en photo. Mais cette écriture s'écrit aussi mécaniquement avec une machine appelée raphigraphe. Cette machine a été inventée par Pierre-François Foucault, un aveugle féru de mécanique. Louis Braille accueillit cet appareil avec enthousiasme. Le premier modèle fabriqué permettait d'écrire en lettres piquées, lisibles tactilement et visuellement. Le second modèle produisait des lettres planes et colorées grâce à du papier carbone. Photo suivante, s'il vous plaît. Maintenant, nous voyons un spécimen d'écriture mécanique en décapoint à l'aide d'un raphigraphe. C'est la machine ayant servi à l'écrire que vous voyez à l'écran. Les premières phrases de la méthode d'écriture en décapoint, publiée en 1839, commencent par ces mots de Louis Braille: faire écrire les aveugles, leur faire surmonter un obstacle qui restreint si sensiblement leurs rapports sociaux, c'est un problème à la solution duquel on trouvera peut-être que j'y ai contribué. Nous allons passer maintenant à la présentation de quelques objets et documents exceptionnels conservés au musée. Tout ça pour vous inviter, vous inciter, lors de votre prochain passage à Paris, à venir visiter ce musée. Photo suivante, s'il vous plaît. Le musée conserve des objets et documents en rapport direct avec les 3 personnes emblématiques dont nous venons de parler. Voici une lettre écrite par Valentin Haüy en 1788 et la montre de poche mécanique qui lui a été offerte en 1802 à l'occasion de son départ en retraite. Page suivante, s'il vous plaît. Voici une tablette pour écrire inventée par Charles Barbier. Sa plaque à sillon et son guide sont en bois. Le guide recouvre entièrement la plaque. Et enfin, un rabot pour creuser les rainures dans le bois. La lame a été remplacée par des griffes. Il est présenté ici pour la première fois et semble être le seul exemplaire conservé. Photo suivante, s'il vous plaît. Nous passons à 3 objets ayant appartenu à Louis Braille. Une réglette à sillon en bois et métal, un poinçon à tête ronde et une tablette dont la plaque est en cuivre. Car dès 1836, le cuivre et le zinc remplacèrent le bois des plaques qui étaient beaucoup trop tendres et s'abîmaient rapidement. Photo suivante, s'il vous plaît. Et maintenant, voici un aperçu de quelques objets exposés. Un buste de Louis Braille, un exemplaire de la version finale de son procédé, une réglette Barbier et une réglette Braille. Et côte à côte sont également exposés un livre en écriture à Haüy, un en Barbier et un en Braille. C'est une exclusivité, vous ne trouverez ceci qu'au musée. Photo suivante, s'il vous plaît.
Alors, dans cette vitrine, nous vous proposons une variété de poinçons, car il y eut un temps, et oui, il y eut un temps où chacun pouvait trouver le poinçon qui convenait à la morphologie de sa main. Ce n'est hélas plus le cas. Et sur la dernière photo, s'il vous plaît, en route vers la mécanisation de l'écriture braille. Voici une tablette à piston. Sa réglette porte un chariot sur lequel il y a 6 boutons poussoirs qui correspondent aux 6 points braille. Plus question de poinçonner pointe après point avec un poinçon. De nouvelles habitudes sont à prendre. Il faut embosser chaque signe d'une seule frappe, comme avec les machines à écrire braille actuelles. Après chaque pression, le chariot se déplace automatiquement d'un cran vers la gauche. Elle date de 1882 et a été fabriquée en Italie. C'est un chaînon entre la tablette de Louis Braille et la machine à écrire, Braille bien sûr. Et pour terminer, nous allons conclure sur une phrase qui m'a l'air très importante. Les aveugles n'ont qu'une seule écriture, le braille. Ils sont les seuls au monde à disposer d'une écriture universelle pour leur usage quotidien. Voilà, je vous Merci. remercie pour votre bienveillante attention et suis prête pour répondre à vos questions éventuelles. Merci beaucoup, Mireille, d'avoir partagé vos connaissances ou tes connaissances avec nous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires? Vous pouvez lever la main. Il n'y a pas beaucoup d'amateurs. Ou alors les personnes qui sont présentes connaissent parfaitement le sujet. Moi, je peux dire que je suis allée au musée en 1997, si ma mémoire est bonne, et je me rappelais plus d'avoir vu ces objets-là, mais c'est vraiment intéressant de comprendre tout l'aspect historique aussi parce on l'ignore et moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est le fait que Charles Barbier avait créé son système pour les aveugles et non pour les militaires, comme on voit très, 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 ou trop souvent dans les livres sur Louis Braille. Donc, très Absolument. intéressant. Oui, oui. Mais la plupart des objets qui vous ont été présentés là, n'étaient pas mis en vitrine à l'époque où tu as visité le musée. Non, 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 c'est ça. Toi, tu es arrivé puis t'as fait un ménage dans les objets, n'est-ce pas? T'as fait un Oui, pour faire une archivage et tout. rotation. Oui, oui. Soyons sympas pour mes prédécesseurs. Il faut faire une rotation des objets et des documents en papier pour que les visiteurs aient envie de revenir. Si on les prévient que dans 2 ans, par exemple, toutes les vitrines seront revues, ça les incite à revenir. Mhm, C'est ce mhm. que j'ai pu constater depuis que je m'occupe du musée. Ouais. OK. Est-ce que oh, Monique Baudouin, t'as levé ta main, Monique. Tu peux y aller. Bonjour, Madame Mireille, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour. Bonjour, alors merci pour la présentation. Effectivement, mon conjoint Aline et moi, nous sommes allés, je pense, notre dernier voyage en Europe en 2016 pour aller visiter ce musée. Oui, nous avons vu des livres embossés avant le braille, alors c'était pas facile à lire non plus, ces livres-là. J'en Ah non, détestais un. Non, non, c'était pas évident à lire. Les lettres étaient quand même, là, il fallait avoir quand même des doigts assez fins, merci pour lire ça. Et nous avons vu aussi, je pense, là-dedans, des vieilles machines, là, même avant la lactitobraille que l'on connaît aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est encore là, mais ce que vous avez montré ou expliqué aujourd'hui, il me semble que ce n'était pas là. Probablement que c'est quand même au moins une dizaine d'années là, que nous sommes allés. Alors, probablement que vous refaites des produits, vous mettez de nouveaux produits aussi là-dedans. Mais on a trouvé que c'était quand même un musée intéressant à visiter. si ça vous a Merci. intéressé, je suis ravie. Hmm? Oui, c'est ça. Pardon, Mireille, tu disais, excuse-moi. Que je suis ravie que ça ait
intéresser les personnes présentes. Hmm. Ah, intéressant. Ben, merci beaucoup, Ouais. Monique, pour ton Ben, je pense qu'on commentaire. peut pas aller à Paris sans aller au moins visiter quelque chose comme ça, au moins quand l'occasion se présente, là. Mhm. Ben, quand tu, ouais, oui, c'est une petite merveille, je pense, de Paris que la plupart des gens ne connaissent pas, à moins qu'on soit dans le milieu, puis il y a peut-être des gens qui connaissent plus maintenant, mais je pense que surtout pour une personne aveugle, je pense que c'est important de voir un petit peu l'historique là, du, tu sais, du braille et tout ça, de comment ça s'est construit, tout ça, comment ça s'est créé. Ben, comment c'est fait, comment ça a été créé, Mhm. l'historique que j'avais quand même déjà lu aussi avant. Oui, Mais oui, exact. c'est sûr que sur place, on a vu des choses qu'on n'a jamais vues ici, même au Canada, là. Je me souviens Mhm. pas d'avoir vu ça ici. Exact. Mais merci beaucoup pour ton commentaire, Monique. Il y a deux autres personnes qui ont levé la main. Je ne sais pas c'est qui. Oui, je suis Edith Boucher. Euh, En fait, là, je fais de la transcription braille en français et en anglais. Et je dois vous remercier pour votre présentation. C'était excellent. Et comme disait Monique, la prochaine fois que je vais être à Paris, je vais définitivement faire un petit détour pour aller au musée de Vincent. Ah oui. Oui, oui. Est-ce que tu m'amènes dans ta valise, Edith? Moi, je prends pas beaucoup de place, là. Ah, je ne vais pas à Paris cet été, malheureusement. Ah, ben non, tu t'en vas ailleurs cet Non, été, tout non. aussi beau, mais oui. Non, mais je vais en Europe, mais pas à Paris, Ah, malheureusement. bon, bon. Et il y a une autre personne qui a Quelle que levé la soit même. l'époque, vous serez toujours les bienvenus. Oh oui, c'est tellement beau, Paris. Euh, merci beaucoup, Edith, pour ton commentaire. Il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main, si je peux. Donc, cette personne-là peut peut-être. Ah, Philippa. Ah, Philippa. Voilà. Ah, la création du musée, est-ce que vous pouvez expliquer un peu la création, quand c'est créé et pourquoi? Alors, les Et où? collections, alors, les collections existaient avant la création de l'association Valentin à Huy et donc avant l'ouverture du musée. C'est un ancien élève puis professeur à l'Institution des jeunes aveugles de Paris qui avait eu l'idée de rassembler le maximum d'objets et de documents écrits. Et surtout, il y avait régulièrement, tous les ans, un congrès d'instituteurs pour aveugles, un congrès international. Et chacun se faisait un devoir d'amener des objets aux autres personnes qui participaient au congrès. Et celui qui en a reçu le plus et conservé le plus est Edgar Guilbeault, donc ancien élève puis professeur de l'institution, puis créateur du musée. Quelque temps, il a conservé tous ces objets dans son appartement. La pièce devenant trop petite, il a déménagé pour un appartement avec des pièces beaucoup plus grandes, mais rien n'y faisait, tout ne pouvait pas être présenté. Donc, lorsque l'association Valentin à Huy s'est installée là où elle est actuellement, on va dire en 1907, tous les objets ont été rapatriés dans ce local. Alors, il se trouve en étage, ce qui est un petit peu difficile pour les visiteurs, mais tout est bien à l'abri. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup plus de documents et d'objets anciens que la plupart des musées que vous connaissez. Malheureusement, la collecte des objets récents ne s'est pas faite. Donc, je suis en manque de matériel récent, notamment du matériel informatique. Mais nous avons une très grande collection, par exemple, de machines à écrire. Et c'était l'objet d'une présentation différente, voici 2 ans. Le musée était axé sur cette présentation, ce qui nous a valu des reportages dans certains journaux spécialisés. Donc, ça a permis de faire connaître un peu plus. Mais l'élan
l'élan a été donné par Edgar Guilbeault quand il a décidé de collectionner lui-même le maximum d'objets. Ah bon. Ça répond à la question, Philippa? Ah oui, oui, merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, ce Edgar Guilbeault était aveugle lui aussi, évidemment. Oui, tout à fait. Ouais. Wow, d'accord. Ben, merci mille fois, Mireille, pour cette présentation. Moi, en tout cas, j'adore l'histoire, donc je pense que c'est vraiment une bonne façon de voir tu sais, vraiment un pan historique du braille qu'on connaît très peu. En tout cas, ici au Canada, on le connaît très, très peu. Euh, donc, je vais maintenant remettre un prix de présence à l'un des participants avant que nous ne passions à la prochaine présentation. Donc, il s'agit d'un Braille Doodle qui est une offerte par Canadian Assistive Technology que nous remercions donc chaleureusement. Pour ceux qui ne le savent pas, le Braille Doodle, c'est une planche avec des petites billes qu'on fait ressortir avec un stylet magnétique et on peut écrire le braille ou dessiner dessus. Alors, est-ce que Alan Conway est ici? Alan, es-tu là? Oui, oui, je Donc, suis là. Oui, je suis là. félicitations, c'est toi qui vas gagner le Braille Doodle. Alors, Ok, bah merci beaucoup. vous allez, on va prendre contact avec toi, puis on va c'est ça, te l'envoyer. Donc, au cours de l'après-midi, évidemment, il y aura d'autres prix de présence. Donc, je rappelle les commanditaires, Canadian Assistive Technology, Humanware et Crawford Technologies, et puis la nouvelle génération d'Inca. Donc, vous en apprendrez plus là, quand vous allez au moment des tirages des prix de présence. Donc, avant de quitter, je voulais juste vous dire euh, euh, nous allons prendre une courte pause et puis nous retrouver au début de l'heure. Nous avons 3 autres présentations cet après-midi, juste pour vous rappeler. Donc, en commençant par un panel sur le traité de Marrakech, puis ensuite, il y aura une présentation sur le Braille Challenge, qui est un défi Braille au Canada. Et puis ensuite, pour terminer, une présentation sur le format EBRF. Euh, pour y accéder, donc ceux d'entre vous qui sont dans cette salle, vous devez vous déconnecter du présent lien Zoom et vous connecter à celui qui vous a été envoyé dans un courriel séparé. Donc, ces présentations-là aussi vont être enregistrées et disponibles sur notre site web ultérieurement. Alors, sur ce, je vous souhaite une très, très bonne journée et bon Bonne symposium. continuation à tous. Merci encore, Mireille. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup.